C'est bon, je suis à l'aise. Bah, ça tombe bien, j'ai plein de choses à dire, donc je vais dire beaucoup de choses, ça va aller vite. Ok. Eh ben, donc, pour me présenter rapidement, je fréquente les milieux écologistes alternatifs depuis quelques années, et puis donc les milieux sceptiques aussi depuis quelques temps. Donc j'ai eu l'occasion souvent de croiser des débats sur les pesticides et des polémiques en général. Alors comme je suis passionné de polémiques un petit peu, de controverses, je me suis intéressé, je me suis dit je vais y passer du temps, je vais essayer d'apprendre des choses à ce sujet. Qui ne marche plus, il glisse en fait. Oui, mais après je peux plus respirer. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est fort. Et donc je m'y suis intéressé, que je venais en fait transmettre ici toutes les choses que j'ai pu apprendre à propos de tout ça. Donc on va commencer par un tour d'horizon, une présentation des pesticides en gros. Donc on commence par les utilisations. L'utilisation la plus connue, c'est les produits phytosanitaires, comme on a vu en agriculture, mais ils sont utilisés aussi comme produits zoosanitaires pour les animaux. Comme conservateur, quand on va essayer de stocker ou d'entreposer des denrées alimentaires, on va essayer de les protéger de parasites ou de champignons qui vont chercher de les attaquer. Il y a des pesticides à usage domestique, donc comme les shampoings anti-poux, les colliers anti-puces ou des bombes anti-moustiques. Et puis il y a des pesticides à usage non domestique, donc par exemple le long des voies ferrées pour désherber ou dans certains parcs. Actuellement, la France est un des premiers utilisateurs mondiaux de pesticides. Il faut savoir qu'il y a plein de façons de comptabiliser ça, il y a plein de façons de faire, on reste un des principaux utilisateurs. Depuis 2002, les ventes de pesticides en France se situent autour de 80 000 tonnes par an. Alors ça ne veut pas dire que 80 000 tonnes sont utilisées, ça veut dire que c'est les ventes et éventuellement les pesticides sont stockés, ne sont pas utilisés, ils peuvent être achetés en prévention. Il y a une dizaine d'années, il y a un plan qui s'appelait Ecophyto, qui avait pour but de diminuer l'utilisation des pesticides par 2 en France, qui a complètement échoué, puisque depuis l'époque, l'utilisation des pesticides a continué à augmenter. Alors rapidement, les types de pesticides les plus connus, ce sont les herbicides, les fongicides contre les champignons et les insecticides. À côté, vous voyez les chiffres, c'est le nombre de substances actives autorisées, c'est des chiffres qui datent de 2012 pour l'instant. Et vous voyez qu'il y a des pesticides contre les acariens, contre les rongeurs, les bactéries, les algues, les mollusques, ainsi de suite. Je vais vite, mais je vous ai prévenu. Alors l'utilité des pesticides, voilà, je vais vous les lire. Donc combattre les effets non désirés d'organismes divers, chasser des espèces non désirées, comme ces saloperies de moustiques par exemple, prévenir la perte de récolte, augmenter les rendements, diminuer le travail manuel ou compenser les conditions défavorables à des types de cultures. Et etc. Donc, il y en a plein d'autres. Alors les populations humaines qui vont être concernées, parce que les débats, ça tombe généralement autour plutôt de la santé publique. Donc généralement, on va plutôt parler, dans les débats populaires, des effets sur les consommateurs, donc des gens qui consomment des produits qui sont fabriqués avec des pesticides. En réalité, les populations les plus exposées, ça va plutôt se trouver chez les agriculteurs et chez les fabricants. Donc chez les fabricants, c'est les gens qui travaillent dans les usines qui fabriquent les pesticides. Par extension, il y a les épandeurs professionnels, le personnel des sites de stockage, les paysagistes, et de façon générale, ça va être toutes les personnes qui vont soit habiter à côté, soit traverser des endroits dans lesquels les pesticides sont utilisés, donc tous les usages qu'on a vus tout à l'heure. Alors d'autres impacts à prendre en compte, qui sont moins discutés dans le débat populaire, c'est les impacts environnementaux. Alors par contre, eux, ils sont beaucoup plus discutés au niveau politique ou scientifique. Alors des impacts sur la faune, notamment à travers la chaîne alimentaire, parce qu'il y a des animaux qui vont manger d'autres animaux qui sont cibles de pesticides et donc qui vont potentiellement subir les effets aussi de ces pesticides. Des animaux non nuisibles, enfin dits nuisibles, des animaux utiles qui vont subir les effets, particulièrement des insecticides. La flore qui constitue des habitats pour ces animaux et puis une protection du sol, comme on a vu en première partie. Le sol aussi qui abrite la biodiversité en général. L'eau, à travers les cours d'eau, les rivières, les nappes phréatiques. Alors, les rivières vont aller dans les fleuves vont aller dans les eaux côtières, et donc là, éventuellement, si le pesticide il a survécu jusque-là, le pesticide va rentrer en contact avec les organismes aquatiques, alors qu'il a été utilisé à des centaines de kilomètres. Et puis enfin, il y a l'air. Alors l'air, c'est assez peu étudié, parce que c'est très compliqué. Il faudrait avoir des capteurs qui sont capables de capter des centaines de molécules différentes. Et en plus, dans l'air, il faudra avoir un maillage de capteurs qui est très précis pour étudier
la présence de pesticides. Donc c'est pratiquement pas fait à ma connaissance. Alors, un sujet qui est très important dans les débats sur les pesticides, c'est les adjuvants. C'est quelque chose qui fout pas mal le bordel dans les débats et qui les rend assez incompréhensibles. Il y a une différence entre la substance active d'un pesticide, donc c'est la substance qu'on va considérer qui va faire l'effet attendu du pesticide. Et d'un autre côté, il y a le produit commercialisé, donc c'est la substance active plus éventuellement ce qu'on appelle les adjuvants. J'ai fait une liste d'adjuvants en dessous. Donc les adjuvants vont changer les propriétés du pesticide. Par exemple, ils vont les rendre plus efficaces, ou efficaces tout court. Ils vont permettre de les conserver plus longtemps, ce qui peut permettre de moins en utiliser. Enfin voilà, il y a tout un tas d'effets. Si vous voulez un exemple, l'exemple le plus connu, c'est le glyphosate, qui est la substance active du produit commercialisé, qui est une des formulations du Roundup ou de ses concurrents. Donc, comme la substance active a une certaine toxicité éventuelle et que les adjuvants ont aussi une toxicité éventuelle, et en plus que l'interaction des deux va modifier la toxicité du tout, c'est difficile de parler de la substance active et du produit commercialisé indifféremment. Et pourtant, c'est quelque chose qui se fait dans les articles de journaux, dans les documentaires, et même apparemment dans des études scientifiques, où on va utiliser le nom de la substance active pour le produit final. Plus anecdotique, mais c'est intéressant, il y a la question des impuretés. Alors, il y a certains procédés de fabrication qui induisent des impuretés dans le produit commercialisé. Par exemple, il y a une molécule dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'elle était trop tordue. Le procédé de fabrication va générer un isomère de cette molécule, donc la même molécule mais sous une autre forme, et cet isomère de cette molécule est bioaccumulative et nocive à l'environnement. Et en fait, la toxicité de ce produit est entièrement due à l'isomère du produit qu'on a tenté de faire, donc au procédé de fabrication. Alors, pour continuer sur les effets sur la santé humaine, quand il y a des intoxications, on va les diviser en deux groupes. On a d'un côté ce qu'on appelle les intoxications aiguës. Les intoxications aiguës, c'est quand on va absorber une quantité d'un pesticide en une fois. En fait, c'est une intoxication qui est due à une absorption unique d'un pesticide, enfin d'une matière toxique en général. Ça concerne 1 à 5 millions de personnes par an selon l'OMS. Bon, les chiffres que j'ai trouvés sont assez vieux, ils datent de 2004. 99% de ces intoxications avaient lieu, en tout cas dans des pays en développement, là où il y a probablement des normes sanitaires ou des normes de sécurité qui vont être moins développées. Donc la plupart des intoxications avaient lieu dans les pays développés. Les intoxications aiguës dues à des pesticides font 200 000 morts par an dans le monde. Je crois que les chiffres datent de cette date-là à peu près. Mais il faut savoir que la plupart de ces morts sont des suicides. En fait, c'est des ingestions volontaires, de pesticides. Les gens essaient de mettre fin à leur jour en les avalant. Les autres intoxications chroniques, donc la deuxième catégorie d'intoxication, c'est des intoxications sur le long terme. C'est des intoxications qui vont se produire au bout de 10, 20 ou même 30 ans. Donc c'est en cas d'une utilisation régulière de produits sur de longues années. Alors ça, on en parle souvent, parce que quand on parle de pesticides, on parle souvent de cancer. En l'occurrence, il y a des tas d'autres intoxications qui sont prises en compte, notamment par les agences qui s'occupent d'étudier les effets des pesticides. Mais ça, en l'occurrence, ça vient tout du rapport de l'INSERM qui est public et qui s'appelle « Les effets des pesticides sur la santé ». Donc par exemple, dans les intoxications, pour avoir des atteintes neurologiques, ça va être des dépressions, ça va être des pertes de points de QI. Vous avez des atteintes des fonctions sexuelles, de l'impuissance, par exemple, de l'infertilité, des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Et ensuite, il y a éventuellement des cancers qui peuvent apparaître. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai compris du rapport de l'INSERM, quand une substance est cancérigène, elle ne va pas faire apparaître un cancer n'importe où dans le corps, en fait. En fonction de la famille de la substance, en fonction de la substance, généralement, c'est plutôt un certain type de cancer qui va apparaître. Alors, quelque chose aussi qui est intéressant de connaître et d'envisager quand on débat sur les pesticides, c'est le cycle de vie du pesticide.
Alors déjà, il faut savoir qu'on a évalué que plus de 90% des pesticides n'atteignent pas leur cible, parce qu'on n'a pas d'outils assez précis pour mettre le pesticide exactement sur l'organisme qu'on veut détruire. Donc j'ai listé quelques points à connaître. La dégradation, dont on entend parler de temps en temps. Alors moi, la dégradation, je pensais que ça voulait dire qu'une molécule, elle disparaissait ou qu'elle s'évaporait ou quelque chose comme ça. Alors, en l'occurrence, une molécule qui se dégrade, c'est une molécule qui donne d'autres molécules. Et ces molécules vont avoir des propriétés propres et éventuellement, elles peuvent être plus toxiques que la molécule mère. Donc, il ne suffit pas de dire qu'une molécule se dégrade, il faut aussi étudier, et c'est ce qui est fait normalement, les résidus de sa dégradation. Il y a des phénomènes de bioaccumulation. Ça, c'est la capacité pour une molécule de s'accumuler dans un organisme, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, elle va atteindre une certaine quantité, une certaine dose, et qui va avoir des effets qu'elle n'aurait pas si la molécule faisait, comme la plupart des molécules, uniquement traverser l'organisme. Il y a des effets sur les bactéries utiles qui ont commencé à être étudiés visiblement. Alors, il y a eu récemment une étude parce qu'il y avait des vaches qui avaient attrapé le botulisme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc voilà, ils ont émis l'hypothèse, je ne sais pas si l'étude avait été reproduite, si c'était fiable, mais en tout cas ils ont émis l'hypothèse que la vache avait consommé un pesticide qui avait attaqué parmi sa flore intestinale des bactéries qui la protégeaient habituellement du botulisme. Donc c'est un effet indirect. Il y a des phénomènes d'accumulation, de changement de compartiment. On parlait du cuivre tout à l'heure. Donc le cuivre, visiblement, c'est quelque chose qui va s'accumuler dans le sol, qui va rester au même endroit jusqu'à rendre, Marine me dit oui, jusqu'à rendre éventuellement le sol impropre à la culture et des herbes qui poussent, qui vont contenir du cuivre, impropre à la consommation des animaux. Et des changements de compartiments. Alors les compartiments, c'est des endroits un peu virtuels, si j'ai bien compris, dans lesquels on va trouver une substance. Changement de compartiment, ça veut dire que la molécule va migrer, comme on a vu tout à l'heure avec les rivières, ou à travers la chaîne alimentaire, elle va migrer et elle va atteindre d'autres cibles. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure. Enfin, il y a la rémanence. La rémanence, c'est la capacité d'une molécule à faire ses effets pendant plusieurs décennies. Alors, il me semble que les toxiques rémanents sont interdits. Alors, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si quelqu'un a l'idée. Donc voilà, il y a eu des toxiques rémanents qui ont été utilisés, notamment le PCB. Récemment, c'est Théo qui m'en a parlé, 60 millions de consommateurs, qui a fait des analyses sur des œufs de poules bio, et des poules donc mangeaient à l'extérieur, et elles mangeaient dans un champ qui avait été intoxiqué, contaminé par des PCB plusieurs décennies auparavant. Donc on retrouvait des traces de PCB sur des œufs de poules bio. Alors quelque chose qui est aussi très important à connaître dans le débat, c'est la différence entre le danger et le risque. Parce que tout le monde la connaît. Oui, non, bon, allez. Donc il y a un petit dessin pour l'expliquer, avec un requin et un bonhomme. Donc voilà, le requin, c'est le danger. Il peut manger le bonhomme, il peut le tuer. Si le bonhomme il reste sur la plage, et du coup, il court pas de risque, parce que le requin, il va pas monter sur la plage pour manger. Donc c'est bien la différence à envisager entre les deux. D'un côté, on a le danger, c'est un danger absolu, dans les pires conditions possibles, et le risque, c'est le risque réel, comme nager avec un requin, c'est un risque. Voilà, alors, d'un autre côté, j'aime pas trop cette image, parce que généralement, il y a plus d'humains qui mangent des requins que de requins qui mangent des humains, donc je pense qu'ils auraient dû la faire à l'envers. Bon, je l'ai dit quand même, parce que le circuit est pas mal. Alors, quelques fun facts sur la toxicologie. On lit souvent que la dose fait le poison. En fait, c'est faux. Ça dépend. Ça dépend des substances. Il y a des substances qui ont des effets, quelle que soit la dose. Il y a des substances qui sont très rares, qui ont des effets, qui ont plus d'effets à petite dose qu'à grande dose. Donc, en fait, pour chaque molécule, en fait, les autorités de santé, on va voir leur travail tout à l'heure, vont devoir évaluer la relation entre la dose et l'effet. Alors la toxicité dépend de la durée d'exposition, ça paraît évident, mais ça signifie que si vous consommez tout au long de votre vie, je sais pas, 2 litres d'un produit toxique, c'est pas pour autant que c'est un risque ou un danger. Le produit toxique ne va pas s'accumuler dans votre corps, sauf s'il est bioaccumulatif. Et si vous buvez 2 litres d'un toxique sur 60 ans et si vous le buvez en une semaine, ça va évidemment pas avoir les mêmes effets.
Alors il y a différentes voies d'exposition qui sont à prendre en compte. Il y a ce qu'on avale et ce qu'on boit, mais il y a d'autres voies d'exposition, notamment pour les travailleurs et pour les personnes qui fréquentent les lieux où on utilise des pesticides. C'est l'inhalation, donc ce qu'on respire, et le passage à travers la peau. Et enfin, et ça c'est marrant, il y a des associations de produits alimentation qui peuvent limiter ou augmenter l'absorption des toxiques. Alors par exemple, si vous buvez du jus de pamplemousse, en même temps que vous avez un toxique, le jus de pamplemousse va faire accélérer votre digestion, et donc le toxique a moins l'occasion de franchir votre barrière intestinale. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est bien d'avoir en tête, ce sont les sous-populations sensibles parmi les êtres humains. Donc il y a des sous-populations qui vont être davantage sensibles à certains toxiques. Le premier truc qui nous vient, ça va être les femmes enceintes et l'enfant qu'elles portent, qui sont potentiellement plus fragiles vis-à-vis de certains toxiques. Et vous avez des tas de populations, les enfants, parce qu'ils ont tendance à toucher plein de trucs avec les mains et à mettre les doigts dans la bouche, les personnes âgées, ainsi de suite. Donc des sous-groupes génétiques, en fonction du genre, en fonction de troubles immunologiques, en fonction si vous dégérez rapidement ou lentement, effectivement, ça va changer les effets d'un toxique sur votre organisme. Donc en l'occurrence, quand on envisage les effets d'un toxique, on ne peut pas juste les envisager sur une personne adulte en bonne santé avec un système immunitaire qui est efficace. Va falloir envisager que potentiellement le toxique va être en contact avec des publics sensibles et que donc il faut ajuster la dose qu'on va estimer devoir circuler dans la nature vis-à-vis de ça. Alors justement, quelques acronymes de toxicologie qu'on peut lire dans les débats régulièrement et c'est intéressant de voir ce qu'il y a en dessous. Le premier, c'est la dose sans effet observable. Ah, je tourne mes doigts là, c'est dommage. Alors la dose sans effet observable, avec ces doigts-là, c'est la dose à partir de laquelle on va observer un effet quelconque chez une espèce animale pour une substance donnée et pour un mode d'exposition donné. Donc c'est une valeur mathématique qui n'est pas extrapolable. Elle n'est pas extrapolable pour d'autres espèces animales, pour des mélanges de toxiques qui vont faire des synergies positives ou négatives éventuellement. Et c'est pas extrapolable entre le fait de donner à boire à des souris un produit et le fait de le remettre sur la peau. Ceci dit, à partir de cette dose sans effet observable, on va calculer la dose journalière admissible pour l'homme. Alors pour prendre, vu toutes les incertitudes qu'il y a et vu la difficulté d'extrapoler les chiffres, on va prendre une marge de sécurité large. Donc on va diviser cette dose par 100 ou par 1000. 1000 c'est plutôt pour les produits cancérogènes visiblement. Et à partir de là, on a cette DJA. La DJA, c'est la quantité, grosso modo, d'un produit que vous pouvez consommer quotidiennement tout au long de votre vie, sans risque pour votre santé. À partir de là aussi, à nouveau, on va calculer la limite maximale en résidus sur des produits. Donc, pour un certain type de produit, on va essayer d'envisager la consommation qui va être faite de ce produit en quantité. Et donc, on va faire ça s'appelle un produit en croix pour déduire la limite maximale de résidus légale à ne pas dépasser. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les évaluations quantitatives des risques sanitaires. Ce sont les EQRS. Ce sont des processus qui sont très complexes, on a vu tout ce qu'il y avait envisagé, et qui sont en 4 étapes. D'abord, on va identifier le danger, c'est le requin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est le danger dans les pires conditions absolues, quand on n'a vraiment pas de chance. Dans un deuxième temps, on évalue la relation dose-réponse. Donc c'est voir, en fonction de la dose du produit dont on a compris qu'il y avait un danger, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un effet quelle que soit la dose? Est-ce qu'il va y avoir un effet à partir d'un certain seuil? Puis on va estimer les expositions possibles. Donc tout à l'heure on a vu le cycle de vie, des choses comme ça, et c'est ce qu'on va essayer d'estimer. On va essayer de comprendre dans quelles circonstances le produit va rentrer en contact, et de quelle façon, avec des populations humaines. Et donc enfin, avec les 3 étapes précédentes, on va effectuer ce qu'on appelle la caractérisation des risques sous la forme, merci, d'une expression quantitative. Alors, en plus, c'est un peu tordu comme phrase. Alors ça signifie que on va faire des mathématiques. On va évaluer, par exemple, l'augmentation statistiquement d'un risque
par exemple cancéreux, dans la population, le risque de voir apparaître des cancers. Et ça va être, voilà, on va dire, par exemple, l'augmentation, si on met ce produit en fonction des usages qu'on a anticipés, il va y avoir une augmentation de 0,0005%, qu'il y ait des cancers en plus dans la population. Alors, pour ce qui est de pouvoir commercialiser ou utiliser des pesticides, les pesticides, donc, pour être vendus, doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché. En France, c'est l'ANSES qui s'occupe des autorisations de mise sur le marché depuis 2015, ou depuis 2015. Avant, c'était un autre organisme, j'ai oublié le nom. Elle le fait en collaboration avec des agences européennes. En fait, il y a tellement de nouvelles molécules, de choses à évaluer, c'est tellement compliqué, il faut y consacrer du temps parce que on voit tous les cas qui sont à évaluer, qu'elles se partagent le travail de temps en temps. Elles peuvent soit tout évaluer le même produit, soit dire on va échanger des données et on va faire nôtre les conclusions d'autres agences européennes. Alors, une autorisation de mise sur le marché, c'est pas juste un truc qui dit votre substance c'est bon, il n'y a aucun problème, elle est sans danger, faites-en ce que vous voulez, ou un truc qui dit non, votre substance elle est nocive, donc elle est interdite, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Évidemment, les pesticides sont faits pour tuer des organismes vivants, donc en termes de danger, normalement ils sont tous dangereux. Par contre, c'est pas pour autant qu'ils constituent un risque et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc dans l'autorisation de mise sur le marché, on va avoir le statut favorable ou défavorable. On va avoir des informations générales qui sont publiques et qui sont accessibles sur le site de l'ANSES, auxquelles doivent se référer les utilisateurs des produits pour savoir à quoi s'attendre, savoir ce qu'ils ont le droit de faire avec ou pas. On va avoir des informations notamment sur les emballages et sur l'étiquetage pour que les clients, soient bien informés des propriétés du produit. Et puis des usages qui sont autorisés, refusés, retirés. Je vais voir, après, il y a des exemples. Donc par exemple, ça c'est le site de l'ANSES où vous pouvez accéder, vous avez la liste des substances actives autorisées et puis de certaines formulations. Donc celui-ci par exemple, l'ANSES indique qu'il est nocif, il est dangereux pour l'environnement. En l'occurrence, il est nocif par inhalation, donc quand vous l'utilisez, il faut mettre un masque. Il y a des risques de lésions oculaires graves, donc quand vous l'utilisez, vous mettez des lunettes de protection. Et puis il est toxique pour les organismes aquatiques. Donc l'ANSES, à partir de là, recommande ou indique, en tout cas que légalement on n'a pas le droit de faire autrement, qu'on ne peut pas utiliser ce produit à raison de plus de 4 litres par hectare, pas plus d'une fois par an. Pour éviter de dépasser des limites maximales de résidus, on a vu tout à l'heure, il ne faut pas l'utiliser moins de 14 jours avant la récolte. Et donc, comme il est toxique pour les organismes aquatiques, il y a une zone non traitée aquatique de 5 mètres à respecter. Vous ne l'utilisez pas proche à moins de 5 mètres d'une rivière ou quelque chose où l'eau ou le pesticide peut changer de compartiment et atteindre des organismes pour lesquels il est nocif. Alors, dans toutes ces incertitudes et dans le bordel et la complexité que je lis dans vos yeux, l'État français contrôle le scénario pour des substances autorisées pour vérifier que le scénario qui a été envisagé par les autorités sanitaires se déroule à peu près comme elles l'ont envisagé et que donc les risques sont minimisés. Alors par exemple, il y a la Direction Générale de l'Alimentation qui va faire des contrôles aléatoires sur des denrées alimentaires. En l'occurrence, elle trouve entre 2 et 10% de non-conformité, c'est-à-dire de dépassement des limites maximales de résidus sur des produits. Alors 2% c'est plutôt pour des produits végétaux et 10% c'est pour des produits carnés. Et puis il y a un système de pharmacovigilance qui est mis en place, donc on va mettre en place un système pour contrôler que statistiquement on ne va pas avoir l'apparition de pathologies ou d'intoxications qui sont inhabituelles, qui sont dues à autre chose que du hasard, grosso modo. Par exemple, c'est comme ça que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, il y a un pesticide, le méthansodium, qui a été interdit parce que le scénario ne s'est pas déroulé comme l'ANSES avait prévu. Il y a eu 80 intoxications, je crois, et donc le préfet immédiatement a dit on arrête l'utilisation de ce produit, et ensuite il me semble que l'autorisation de mise sur le marché a été retirée parce que voilà, il y a eu un effet qu'on n'avait pas prévu. Alors, les études qu'on va utiliser pour obtenir toutes ces informations diverses et variées
sur les toxiques, et là, en l'occurrence les pesticides. Ça va être des études in vivo, par exemple, donc c'est directement sur les animaux. Alors je vais vous parler des limites aussi à chaque fois des études. Donc la limite de l'in vivo, c'est la souffrance animale, c'est-à-dire qu'on va sacrifier des animaux et leur faire avaler des produits toxiques sur énormément d'animaux. Et en plus, c'est des données qui ne sont pas forcément extrapolables à l'homme. On va les extrapoler dans un certain sens, mais on n'est jamais sûr que effectivement l'organisme humain va se comporter de la même façon qu'un organisme de souris ou de rat. Vous avez des études in vitro, donc par exemple directement sur des cellules, et là ça va plutôt être une estimation du danger, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va voir l'effet de la molécule directement sur la cellule, mais ça ne veut pas dire que la molécule, dans son utilisation future, aura la possibilité de venir en contact avec la cellule. On a des données qui sont collectées sur des humains qui ont été exposés, donc soit par accident, soit par suicide. Et là, du coup, pour le coup, on a des vraies données, on peut constater les vrais effets des substances sur les organismes humains. Ensuite, on a des études de cohortes. Vous voyez tout ce que c'est qu'une cohorte. Eh bien, je vais expliquer. Alors, les cohortes, c'est des groupements de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes qu'on va suivre et à qui on va administrer des questionnaires. Donc on va essayer d'établir des corrélations entre leurs usages, entre les produits qu'ils utilisent et éventuellement des pathologies dont ils pourraient être atteints. Donc la limite de l'exercice, c'est que c'est des questionnaires auto-administrés, donc éventuellement les personnes qui le reçoivent, ils peuvent ne pas savoir qu'ils utilisent un produit, ils peuvent surévaluer leur utilisation du produit ou la sous-évaluer. Concernant les pathologies dont ils sont atteints, il faut qu'ils soient au courant. Alors, si c'est des professionnels, il y a une médecine du travail, mais s'ils ont un début d'Alzheimer, ils ne sont pas forcément au courant. Et enfin, il faut envisager que potentiellement, ça va s'adresser à des professionnels qui vont se protéger des substances qu'ils utilisent, parce qu'ils savent qu'elles constituent un danger. Donc, pour minimiser le risque, ils vont mettre des protections. Et théoriquement, s'ils suivent bien les consignes, ils ne sont pas censés rentrer en contact direct avec les produits qu'ils utilisent. Donc là, on va plutôt être sur des études qui vont évaluer la bonne tenue du scénario et qui vont évaluer le fait que le risque est effectivement minimisé. Et donc, ce n'est pas des études de danger, contrairement aux autres. Et enfin, on va faire des méta-analyses. Alors, les méta-analyses, c'est des analyses d'analyse. On va prendre tout un tas d'études pour essayer de tirer une conclusion de tout un tas d'études. Je me répète un petit peu. Donc par exemple, vous avez un groupe d'experts qui va se réunir et qui va sélectionner un certain nombre d'études parmi les centaines ou les milliers d'études qui existent. Donc il y a déjà au début une phase de sélection des études. Et ensuite, ils peuvent attribuer un poids aux résultats de ces études, des résultats qui ne sont pas forcément tous compatibles, ça peut être des études sur des phénomènes un petit peu différents. Et le poids de ces études, il peut être attribué en fonction de la fiabilité de l'étude. Alors si une étude est faite sur 100 souris, elle va être moins fiable qu'une étude qui est faite sur 1000 souris. S'il y a une étude, que j'avais peut-être comme exemple, qui a été publiée, par exemple, qui a été revue par plusieurs équipes, on va pouvoir la considérer plus fiable qu'une étude qui n'a pas été publiée ou qui n'a pas été revue. Donc la limite, c'est qu'on peut toujours discuter du choix de ces études et de la façon dont on a attribué la fiabilité. Effectivement, quand on repère des effets qui sont un peu subreptices ou un peu légers, on peut toujours dire que si on avait fait un autre choix d'études ou si on avait choisi un poids différent dans les études, on aurait pu avoir un résultat différent. Donc il y a des controverses sur les autorisations de mise sur le marché aussi. L'autorisation de mise sur le marché, c'est une démarche réglementaire. C'est pas, ça rentre pas forcément dans le cadre de la méthode scientifique comme on l'envisage. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce sont quand même des évaluations qui sont prudentes et qui sont expertes. Les gens qui les font, c'est pas des branques, c'est des gens qui connaissent bien les problématiques, c'est des gens, c'est leur métier, c'est des nuées entiers d'experts et ils font des évaluations prudentes, ils essaient de minimiser le risque au maximum. Donc, il me semble que l'ANSES c'est quelque chose de très sérieux. Moi, tout ce que j'ai vu d'eux, ils ont l'air de faire le travail vraiment très correctement. Ceci dit, ce sont des autorisations de mise sur le marché qui portent sur des molécules qui sont possiblement soumises au secret industriel. Ceci entraîne que les études réglementaires,
enfin une partie des études qui sont utilisées pour ces AMM sont des études réglementaires. Ce sont des études qui ne sont pas publiées. Ce sont des études qui sont fournies par les fabricants des pesticides aux autorités de santé, indirectement, par le biais de laboratoires notamment, qui vont faire ces études pour eux. 10 minutes. Ah, mais je suis bon. Donc, indirectement. Alors, on voit tout de suite la limite des études pas publiées. Est-ce qu'on peut les reproduire? Est-ce qu'elles sont fiables? Alors, effectivement, dans les années 70, aux États-Unis, la FDA et l'EPA se sont rendus compte que les deux principaux laboratoires qui leur transmettaient des études et qui faisaient des études pour le compte des fabricants bidonnaient complètement leurs chiffres. Ils faisaient de la fraude scientifique. C'est écrit dans le rapport de l'OPECST qu'on va aborder juste après. Donc, la riposte de la FDA et de l'EPA vis-à-vis de ça, ça a été de mettre en place ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire. Maintenant, les études, puis ensuite l'Europe a adopté ça aussi. Donc les bonnes pratiques de laboratoire, c'est un ensemble, c'est un protocole, un ensemble d'obligations que doivent avoir les études qui sont utilisées pour les AMM, qui sont censées assurer que les études sont fiables, robustes et qu'elles ne sont pas fraudées. Alors par exemple, il va y avoir des obligations sur le nombre d'animaux sur lesquels on fait les études. On ne peut pas juste faire une étude sur des animaux, il en faut un certain nombre. Il faut que les animaux soient des deux genres, des deux sexes plutôt pour les animaux, je pense. Il ne faut pas utiliser des souches qui n'ont aucun sens. Si vous essayez de mettre en avant un effet, vous n'allez pas utiliser une souche de souris ou de rat qui est complètement insensible à cet effet, surtout si cet effet il apparaît très peu. Donc voilà, il y a tout un tas de bonnes pratiques comme ça. Il y a des contrôles qui sont effectués pour vérifier que les laboratoires qui effectuent les études pour le compte des fabricants suivent bien ces bonnes pratiques. Et à partir de là, on considère que les AMM sont faits sur des bases honnêtes et sûres. Alors donc, l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et techniques a sorti un rapport il y a un mois et demi. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a eu des polémiques autour. Donc les polémiques étaient vraiment pas intéressantes pour le coup. Et je vous encourage plutôt, si vous vous intéressez au sujet, à aller lire ce rapport. Il est public, il est sur le site du Sénat. Donc il a été fait en partenariat avec l'ANSES, avec l'INSERM, avec des acteurs institutionnels. Et on a pris des opinions diverses pour étudier, en fait, c'est un rapport qui vise à restaurer la confiance de la population, qui est pas mal écornée, vis-à-vis des autorités de santé, des autorités sanitaires et donc des autorisations de mise sur le marché. Donc le rapport est arrivé à 4 conclusions principales. Première difficulté, donc c'est une difficulté dans la sélection des données pertinentes pour l'expertise. Comme on a vu avant, il faut sélectionner des études, c'est assez compliqué. Et notamment les bonnes pratiques de laboratoire, il y a un revers de la médaille. Ça a été le cas, et c'est ce qui est indiqué dans le rapport, dans le cas du bisphénol A. Les études qui répondaient aux bonnes pratiques de laboratoire n'indiquaient rien sur le bisphénol A qui a été reconnu comme perturbateur endocrinien. Il y avait des tas d'études par contre scientifiques académiques qui ne répondaient pas aux bonnes pratiques de laboratoire, qui trouvaient des effets. Mais l'agence sanitaire ne pouvait pas tenir compte des résultats de ces études, puisqu'elles sont tenues d'utiliser des études qui répondent aux bonnes pratiques. Donc deuxième, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour les adjuvants, quelle évaluation, donc les conformants, les synesthégistes, les phytoprotecteurs. On voit que l'adjuvant peut modifier la propriété de la substance active. Et potentiellement, la substance active aujourd'hui et l'adjuvant peuvent obtenir des AMM séparément. Pour ce qui est des perturbateurs endocriniens, des effets cocktails et du suivi à long terme, c'est le bordel. Donc, prise en compte encore insuffisante. Notamment l'effet cocktail, c'est le fait que deux molécules justement peuvent avoir des effets différents que quand elles sont consommées séparément. Et comme il y a des tas de molécules et qu'il y a des tas d'effets, on ne peut pas toutes les étudier. Et c'est très difficile d'anticiper tout ce qui peut se passer. Et puis pour ce qui est du suivi à long terme, 5 minutes, je vais finir en plus passer. Ah non. Pour ce qui est du suivi à long terme, quand c'est des maladies chroniques qui peuvent se déclarer au bout de 10 ans ou 30 ans, et que en permanence on va mettre des nouvelles molécules sur le marché, comment on va faire pour être capable d'anticiper éventuellement ces effets chroniques. Puis enfin, il y a les délais d'adaptation des méthodes standardisées d'évaluation. Rapidement, on va dire que la science elle a une boîte à outils, elle fabrique des outils, les outils lui permettent d'évaluer des choses, de mesurer, et elle va faire des outils de plus en plus précis.
Sauf que les agences sanitaires doivent se mettre d'accord d'abord sur les outils qu'elles peuvent utiliser entre elles, puisqu'elles ont des contrats entre elles. Et visiblement, la science a toujours un temps d'avance sur les outils et un délai, en tout cas l'ANSES estime trop long, sur les outils qui existent et qu'elle a le droit d'utiliser. Là, on va sortir du cadre scientifique, parce que quand on va autoriser ou interdire un pesticide, eh ben, on va devoir faire un petit peu de futurologie, donc on va rentrer dans le cadre politique plutôt. Par exemple, si on interdit un pesticide, on peut se demander par quoi c'est remplacé. S'il y a un pesticide qui est plus nocif pour l'environnement, qui existe et qui est autorisé, bah, si les gens l'utilisent, on n'a rien gagné, donc ça n'a aucun intérêt. Quelle va être la réaction des acteurs? Est-ce qu'ils vont faire faillite? Est-ce qu'ils vont changer de modèle agricole? Est-ce qu'ils vont changer de type de récolte? Est-ce qu'ils vont se suicider? Il y a beaucoup de suicides chez les paysans. Est-ce qu'ils vont faire de la contrebande de produits interdits parce qu'ils sont frontaliers? Quand le pays d'à côté, bah, c'est autorisé. Quelles vont être les conséquences sur le travail des agriculteurs? Là ça va être un choix cornélien, parce que si vous avez un produit, imaginons, on estime qu'il y a un petit risque qui fasse développer une certaine pathologie, même mortelle, on va dire. Et puis d'un autre côté, c'est un produit qui va éviter beaucoup de travail manuel. Et le travail manuel, vous savez que ça va développer énormément de pathologies du type, enfin des troubles musculo-squelettiques. Donc comment vous allez faire la balance entre de temps en temps un mort et énormément de troubles musculaires? Voilà, c'est des choix politiques qui doivent être faits. Enfin, que vont faire les clients? Est-ce que le client, s'il voit le prix de ses produits augmenter, il va dire bah, ok, je joue le jeu, je comprends l'intérêt, je comprends l'intérêt pour l'environnement, pour la santé des agriculteurs, donc je paye mes produits un petit peu plus cher. Ou est-ce qu'il va dire, j'en ai rien à foutre, de toute façon c'est tout la même chose, donc voilà, je prends le moins cher quoi qu'il arrive, et donc potentiellement consommer des produits qui sont fabriqués à l'étranger, ou comme on a vu, il y a pas mal de... Enfin, ça ne va pas forcément être les mêmes normes environnementales et sanitaires. Donc, si le client il se rabat sur ses produits, on n'a rien gagné non plus. Environnementalement, par exemple, voilà, au contraire, c'est une perte. Comment va réagir la nature aussi? On va devoir anticiper, et ça, c'est difficile, on n'arrive pas, hein, potentiellement. Par exemple, c'était au siècle dernier, on a essayé, dans certains coins des États-Unis, d'exterminer les moustiques au DDT. Alors il s'est trouvé que dans certains endroits, ça a bien marché, effectivement, puis on est content que les moustiques disparaissent. Et donc les moustiques ont disparu dans un premier temps, ont presque été exterminés, sauf que les prédateurs des moustiques aussi ont subi les effets du DDT, et en plus ils avaient moins à bouffer. Et puis il y a des souches de moustiques résistantes au DDT qui sont apparues, et qui ont commencé à se multiplier dans tous les sens. Donc on s'est retrouvé dans une situation où il y avait autant de moustiques qu'avant qui étaient résistants au DDT, et j'ai fini. Et où ils n'avaient plus de prédateurs. Donc l'utilisation pour le coup du pesticide n'a pas été hyper efficace dans certains coins. Et enfin, quand on va estimer, alors là plutôt c'est dans le débat public, dans le débat populaire, les avantages et les inconvénients du petit, parce qu'il y en a toujours, hein, les gens ne les utilisent pas pour les dire, les avantages et les inconvénients de l'utilisation des pesticides. Des fois, on va évaluer ça de façon globale pour la société. On va dire, bah oui, alors d'un côté, il y a des risques sanitaires, ils sont un petit peu minimes, donc voilà, il y a des risques sanitaires. D'un autre côté, ben, on va pouvoir produire plus, on va pouvoir avoir des aliments qui sont moins chers, et à ce moment-là, ben, le client, il est content, il peut consacrer une part plus importante de son budget à ses loisirs notamment. Sauf que si vous regardez dans le détail, si c'est l'agriculteur qui court les risques, et si c'est le client qui a les avantages, c'est pas le même genre de balance des bénéfices-risques. Généralement, voilà, c'est une évaluation qu'on ne peut pas tellement faire globalement. Faut voir qui c'est qui porte les risques et qui c'est qui gagne les intérêts. Alors enfin, il me reste combien? Non mais je vais pas les dire, je m'en fous. En fait, c'est des précautions d'utilisation de la CHCT. Donc ça c'est pour un type de pesticide, c'est pour une famille en fait générale de pesticides en comprenant, c'est des herbicides en l'occurrence, donc tous les herbicides qui soient les plus inoffensifs aux plus dangereux. Voilà, il y a tout un tas de recommandations, de précautions d'utilisation, notamment les protections à utiliser, les masques, les lunettes, les choses comme ça. Des recommandations quant au stockage dans des endroits qui sont fermés à clé, où les gens ne vont pas pouvoir accéder. On envisage aussi les risques que les bidons se percent ou se renversent.
Il y a des recommandations vis-à-vis des bus qu'on doit utiliser et qu'on ne doit pas nettoyer justement près de zones aquatiques. Et voilà, donc là on est dans la réalité d'utilisation de trucs, donc ça peut amener, enfin moi en tout cas ça m'amène plusieurs remarques que j'ai oubliées. Bah déjà, est-ce que ces précautions d'utilisation, on est sûr qu'elles soient vraiment appliquées? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent je m'en fous, voilà, je le mets dans mon salon et mon gamin il va en boire? Et la deuxième remarque, c'est, oui, voilà, je me souviens, c'est que vous trouvez des vidéos YouTube où il y a des gens qui disent, bah regardez, j'ai un verre d'herbicide, je peux le boire, c'est sans danger. Concrètement, je ne sais pas ce qu'il y a dans son verre, donc potentiellement, effectivement, ça peut être sans danger. Bon, après, je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop confiance à YouTube et qu'il vaut mieux aller chercher des informations chez les acteurs institutionnels qui s'occupent de tout ça. Et donc, merci de votre attention. Alors, je me posais la question, savoir si et comment étaient mesurées les variables confondues dans les études de cohorte, par exemple. J'imagine que si on va étudier une cohorte d'agriculteurs pour l'étude de la toxicité d'un produit donné et sa corrélation avec type de pathologie, typiquement le syndrome non-hodgkinien, comment est-ce qu'on fait l'info, c'est ça? Comment et si, est-ce que déjà elles sont mesurées et comment elles sont mesurées les variables confondues, confondantes, pardon. Eh ben, j'en ai aucune idée. D'accord. Hein? Merde. Non, j'en ai aucune idée, très sincèrement. Et puis, vis-à-vis des lymphomes non-hodgkiniens, c'est même plus compliqué que ça, c'est que c'est des lymphomes qui vont toucher dans la population générale quelque chose comme 2 personnes sur 100 000, et que là on va essayer de trouver des corrélations auprès de gens qui sont justement pas censés être en contact avec les produits qu'on peut suspecter. C'est ça, mais typiquement c'est une pathologie plus chez les agriculteurs, mais on sait que les agriculteurs n'utilisent pas tous le même produit, qu'ils n'utilisent pas un Oui, produit. voilà. On trouve des corrélations effectivement, puis ils peuvent mal évaluer leur utilisation, ils peuvent dire qu'ils utilisent un produit alors qu'ils l'utilisent pas du tout. Donc on peut est-ce se que tromper là-dessus. les autres produits sont pris en compte dans l'étude? Oui, oui. Ils sont pris en compte, en fait, on sait qu'ils utilisent des produits, on sait qu'ils en utilisent un certain nombre, effectivement, il y a des biais, on trouve des corrélations, éventuellement. On peut trouver des corrélations, et à partir de là, on ne peut rien déduire. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de ces corrélations, elles vont plutôt, moi ce que j'ai compris, elles vont plutôt indiquer des pistes de recherche. Si on trouve rien, on trouve rien, on cherche rien, on s'en fout. Et si on trouve une corrélation, on va dire, est-ce que la corrélation est vraie? Donc on va peut-être faire plus d'études, plus d'analyses sur un certain produit, pour vérifier si le produit va créer lymphome non-hodgkinien. Après, ça va être des études sur des mammifères, des études in vitro, quelque chose comme ça. Mais effectivement, à partir d'une corrélation, on va rien pouvoir déduire. Après, il y a des corrélations, des fois, qui sont tellement importantes qu'on suspecte vraiment un effet, mais bon, c'est toujours critique qu'il y a des facteurs confondants. Voilà, Autre question? Je suis pas timide, hein? Par rapport aux autorisations de mise sur le marché, tu as expliqué le cas de la possibilité d'un retrait de cette autorisation, mais les produits qui ont déjà été vendus, ils en font quoi? Je ne sais pas exactement. De ce que je me souviens, de ce que j'ai vu, il y a après, ça dépend des produits, évidemment. Sinon, ça n'arrive jamais que d'un seul coup, après des tonnes d'études, on se rend compte qu'un produit il est méga mortel, quoi. Même dans le cas que j'ai dit du méthylsodium, effectivement, on a trouvé des intoxications. Je ne suis pas sûr que le produit soit... de mémoire, il ne va pas forcément être interdit immédiatement, parce qu'on va considérer le risque, on va essayer d'envisager le risque, on va prévenir tout le monde en disant faites vraiment attention à ce produit. Et on va laisser un temps pour que les gens puissent finir d'utiliser leur stock, retirer le produit des étalages. Après, je ne connais pas le détail exactement. Mais le truc est... je veux dire, une interdiction immédiate, ça voudrait vraiment dire que d'un seul coup, on découvre qu'un produit, il va faire une hécatombe. Généralement, quand on se rend compte qu'on s'est planté sur
la toxicité ou le scénario d'un produit. Voilà, on va avoir des intoxications, on va avoir des trucs comme ça, on va juste être plus prudent, quoi. Mais on peut retirer, il y a plein d'autorisations de mise sur le marché qui sont retirées, enfin plein, je sais pas ce que ça peut vous en mettre plein, mais voilà. Pourquoi les études ne sont pas publiques, les études des laboratoires? Il y a des demandes politiques pour qu'elles soient publiées ou publiques. Mais elles ne le sont pas parce qu'il y a un secret industriel. Moi, c'est la seule raison que j'ai compris. Il y a un secret industriel. Donc le fabricant passe par un laboratoire tiers qui mène les études, et certainement en qui il a confiance. Et le laboratoire va envoyer les conclusions à l'ANSES, et l'ANSES n'a pas non plus l'intégralité de l'étude. Alors, moi, ce que je comprends de ça, c'est que dans l'étude, l'ANSES aurait des informations qui lui permettraient de comprendre le procédé de fabrication, le contenu du produit. Alors, quand c'est un produit qui est fabriqué à l'étranger, par une entreprise étrangère, elle ne va pas envoyer la formule de son produit partout dans le monde à des autorités qui, voilà, si c'était le cas, elles feraient tout ce qu'elles peuvent, enfin les gouvernements feraient tout ce qu'ils peuvent pour copier le produit, pour transmettre la connaissance à leurs industriels. Moi c'est comme ça que je le vois, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est juste politique en fait. Ouais, c'est politique. Ah non, mais ça se comprend aussi, je veux dire, si... Enfin voilà, si tu as passé des millions à produire une molécule qui a un effet et que tu sais que tu vas gagner des milliards avec, t'as pas forcément envie qu'une industrie concurrente qui a rien foutu, qui s'accapare le produit et qui fasse du pognon avec. Ça paraît logique aussi, quoi. Et il n'existe pas de protocole standardisé pour tester. C'est-à-dire je sais pas, on a une molécule qui a un effet donné sur une plante et on n'a pas... on va tester sur, je sais pas, une population, une quantité X d'animaux, on va faire tel test pour toutes les molécules, et si elle valide tous ces tests, ok, on peut faire. Non, parce qu'on comprend rien. Non, mais c'est hyper compliqué en fait, je ne suis pas rentré dans les détails, mais en fait, s'il y a des polémiques justement sur les pesticides, et pas qu'au niveau public, au niveau de la population, il y a des polémiques scientifiques, il y a des gens, c'est des experts dans leur sujet, des scientifiques qui étudient la question, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et pourtant, ce n'est pas des idiots, ils connaissent très bien, mais c'est des phénomènes qui sont tellement compliqués que tu n'es jamais sûr de pouvoir envisager tout ce qui va se passer. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on utilise des statistiques pour comprendre ce qui va arriver. Notamment, imagine que tu as une molécule qui soit cancérogène, tu vas l'administrer à des animaux, ils ne vont pas tous attraper le cancer. Suivant la dangerosité de la molécule, tu en auras 1 sur 100, 10 sur 100, des choses de même. Voilà, c'est tout un tas de détails qui font que il n'y a pas une seule façon de faire, qu'il y a toujours des nouvelles choses envisagées, puis il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas sur les organismes, parce que là on se remet à parler de la santé humaine, mais il y a des effets sur les organismes non cibles dans l'environnement, et on ne sait pas comment ça se passe. Rien que tu vois le système de la digestion, de savoir comment le produit, une fois utilisé, l'organisme humain va le digérer, à quelle vitesse, il y aura combien qui va franchir la barrière intestinale, est-ce qu'il va y avoir des interactions avec la flore intestinale, les bactéries, est-ce que suivant les produits qu'on va consommer en même temps, il va pas y avoir des interactions. Voilà, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas simplement définir une centaine de tests et rester à ça, quoi. Si cette centaine de tests existait, j'ai pas l'impression qu'elle existe, ça permettrait de faire une base en fait. Non, puis après, ça n'a pas de sens non plus. Enfin là, tu parlais d'un herbicide, on sait que les herbicides ne vont pas forcément avoir les mêmes effets que les insecticides ou des monospicides. On va essayer d'anticiper des choses. Après aussi, ça coûte du fric, faire des tests, et ça coûte des moyens humains. D'un autre côté, quand on considère qu'on a besoin de ces molécules, le fabricant il n'a pas envie d'attendre 20 ans que tout le monde ait fait des tests pour que son produit arrive en vente. Je crois qu'il y a quand même des obligations pour les autorisations de mise sur le marché de délai, de faire je crois que ça doit prendre moins de 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc en 2 ans, il faut faire le maximum de tests possible et on ne pourra pas tous les faire.
Ouais, là tu nous as livré une vision très factuelle de toutes ces questions. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu as essayé de faire. Mais du coup, ton introduction, c'était que tu avais eu une espèce de parcours sur ces questions, que tu t'y étais beaucoup intéressé. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment toutes ces recherches que tu as faites ont changé ton opinion sur ces questions et qu'est-ce que tu en penses maintenant sur voilà, quels sont les vrais enjeux qu'il y a sur ces questions-là. Enfin, je sais pas si tu vois un peu le sens de ma question. Parce que là on sait le processus, mais on ne sait pas quoi en penser en fait. D'accord. Et ben avant, j'avais plein de certitudes. Je pouvais dire plein de choses sur plein de pesticides que j'avais jamais entendus. Et maintenant, je me rends compte que j'y comprends rien. Concrètement, que je peux discuter avec des gens, parce que quand ils ont des arguments qui sont mauvais, je peux dire, je pense que là tu te trompes, je pense que là c'est faux ce que tu dis, ou c'est imprécis, ou c'est plus compliqué que ça. Voilà, si tu sors le nom d'un pesticide, voilà, je suis capable de dire qu'est-ce qui se passe, quels sont ses effets. Bon, c'est des phénomènes qui sont trop complexes, il faut connaître l'écologie, il faut connaître le corps humain, il faut connaître la toxicologie. Je suis développeur, je suis pas un médecin. Donc voilà, le changement, c'est que j'ai compris que c'était très complet, très complexe, et que le débat que je peux lire sur les réseaux sociaux, moi, dans mes cercles, il ne reflète pas sa complexité pour ça. On ne peut pas savoir si il faut utiliser des pesticides ou pas, quoi. Parce que tu es en train de dire. On ne peut pas ne pas utiliser de pesticides. Ça dépend de tes objectifs, en fait. Parce que dans les produits bio, tu utilises un pesticide. Tu peux pas faire de l'agriculture sans pesticides, en fait. La question n'est pas de savoir si tu dois ou si tu as raison de ne pas utiliser des pesticides, personne ne le fait. Tu peux aussi, pour des risques. C'est-à-dire dans ton jardin, à la limite. Ouais. Voilà. Mais pas pour nourrir, pour avoir un commerce ou pour nourrir. Et là, effectivement, tu parlais de est-ce qu'on doit les utiliser ou pas. C'est politique, ça dépend des objectifs. Effectivement, je peux imaginer des situations différentes. Si tu es dans un pays qui est très aride, où il y a une grande population, les gens ont faim, s'ils ne bouffent pas, ils se mettent à s'entretuer. Et là, l'intérêt de produire un maximum, donc tu vas le sentir tout de suite, tu vas dire, peut-être que l'environnement est un peu de côté, parce que ça évitera qu'il y ait des génocides. D'un autre côté, si tu es dans un pays où tu es en surproduction, en permanence, qu'il y ait du gaspillage dans tous les sens, que les gens mangent trop, ou j'en sais rien, qu'il y ait une énorme consommation de viande et que tu pourrais les diminuer pour consommer plus de légumes, je peux dire, est-ce que ça vaut pas le coup de baisser la production, éventuellement, donc d'utiliser moins de pesticides, parce que t'envisages, c'est controversé, moi je considère que les pesticides ils font du mal à l'environnement, mais il y a des gens qui vont dire l'inverse, que ça fait rien. Voilà, je peux pas tellement argumenter l'opinion, mais voilà, on peut dire, pour des raisons environnementales, on va plutôt vouloir diminuer l'utilisation des pesticides. En l'occurrence, au niveau politique, ça transcende tous les partis, c'est plutôt cette idée-là qui vient. C'est rare quand même de tomber sur une personne, que ce soit de droite, de gauche ou ainsi de suite. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti en 2016 aussi, qui est public, que vous pouvez consulter, qui est très long à lire. Il y a l'air d'avoir quand même un consensus politique sur le fait de dire qu'on a un gros utilisateur de pesticides en France, et donc il y a eu un plan éco-phyto il y a longtemps, et en tout cas, politiquement, on envisage plutôt de réduire l'utilisation pour des tas de questions, notamment environnementales. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure sur l'eau, par exemple, il y a une pollution de l'eau qui est entraînée par les pesticides. Aujourd'hui, on estime que pour dépolluer toutes les eaux de France des pesticides, ça coûterait 750 milliards d'euros. Il y a des tas de choses comme ça. Il y a des amendes qui sont données par l'Europe quand il y a des problèmes de pollution. Donc, c'est des choses qu'on va éviter. Alors, politiquement, la mode, l'esprit, c'est plutôt dans l'idée d'en utiliser moins, surtout quand on les achète à l'étranger, que d'en utiliser de plus en plus. Et puis même chez les agriculteurs, pour certains, les gens préfèrent ne pas utiliser des produits qui ont un coût, des choses comme ça, et ils veulent juste gagner leur vie. Juste une petite question du coup, pour revenir sur les autorisations de mise sur le marché.
est-ce que, toujours sur la polémique avec le bio et conventionnel, est-ce que les produits utilisés en bio respectent les mêmes critères de mise sur le marché? Les pesticides? Les produits utilisés en bio? Je crois pas. Ça doit dépendre lesquels, je ne sais pas dans le détail, je sais que justement il y a un principe de bio-équivalent, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est justifié comment? Un peu arbitraire. Non mais voilà, on considère qu'il y a une bioéquivalence, donc un produit qui est naturel. Ça fait des années et des années qu'il est dans la nature et qu'on le fréquente, qu'on est en contact avec lui. Donc on peut utiliser le pesticide comme ça sans trop de danger. Bon, c'est pas toujours vrai, effectivement. La difficulté aussi, c'est que dans des petites exploitations, dans les trucs bio, dans des nouveaux modes culturaux, ils vont vouloir utiliser d'autres formes de pesticides, effectivement, qui ne sont pas forcément des pesticides de synthèse, qui demandent des millions d'investissements et de recherche et voilà, pour les utiliser. Là, ils n'ont pas de thunes, ils veulent utiliser un truc et visiblement les autorités de santé essayent de trouver un compromis pour qu'ils puissent utiliser ces trucs alors qu'ils n'ont pas de pognon pour les mettre en vente. Oui, merci beaucoup pour votre présentation et je pense que ça montre l'importance aussi de communiquer auprès des citoyens sur les démarches qui sont faites pour évaluer les produits phyto. J'ai juste quelques éléments de précision par rapport aux questions qui ont été posées. Sur les autorisations de mise sur le marché sur les produits phyto bio, il y a les mêmes procédures qui sont réalisées, mais avec des démarches des procédures qui sont accélérées pour justement inciter les politiques dans ce sens. Par rapport aux protocoles qui sont mis en place, il y a des lignes directrices qui sont définies au niveau européen et qui définissent l'ensemble des éléments à produire par les industries, les pétitionnaires pour produire le dossier pour l'évaluation. Donc il y a quand même des éléments qui sont vraiment standardisés sur toutes les données qu'il faut transmettre. C'est pas tout le temps des protocoles différents. Et après, je voulais insister sur la mise en place à l'ANSES de la phytopharmacovigilance qui permet en fait à n'importe quel acteur de la société civile d'alerter l'ANSES par rapport à des effets non intentionnels de produits phyto sur la santé humaine, l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être les autorités sanitaires n'ont pas beaucoup communiqué, mais qui est en train de se mettre en place depuis 2015 et qui permet vraiment de prendre en compte des alertes au fil du temps et d'utiliser ces alertes en temps réel pour réévaluer les produits phyto et les tirer sur le marché. Et par rapport à l'aspect sur la pollution de l'air, à ma connaissance, l'ANSES a mis en place l'année dernière une étude plus importante pour étudier les pesticides dans... Tu as une idée de comment ils font du coup J'ai regardé tout à l'heure, sur le site internet de l'ANSES, il y a des éléments sur les protocoles mis en place dans le cadre de ces études. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et je pense que ce sera la dernière question et après Question sur les décisions politiques d'interdiction d'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'elles sont vraiment, le retrait je pense du marché, est-ce qu'elles sont vraiment prises en fonction de ce que les études indiquent, ou est-ce qu'elles ne sont pas là plutôt pour répondre à un besoin soit de la part de certains lobbies, certains agriculteurs, ou alors pour répondre à une certaine crise politique électorale ouais. Je ne sais pas si, oui, pour ce qui est des élections, je ne sais pas si l'ANSES a vraiment des liens avec le politique. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Je sais que le président de l'EPA, l'autorité sanitaire aux États-Unis, il est nommé, et là c'est un climato-sceptique en ce moment, donc on peut se dire... En France, je ne sais pas trop, mais comme j'ai essayé d'indiquer, effectivement, il y a quand même une question politique. On va évaluer un risque. Quand un risque est trop élevé, on va dire non à quelque chose. Ceci dit, les pesticides ayant un intérêt, et un intérêt économique,
c'est pas, enfin, quand je dis intérêt économique, c'est pas juste histoire de dire les gens vont se faire du fric, c'est par rapport à l'indépendance alimentaire de la France, au fait qu'on doit quand même garder des gens qui produisent de la nourriture et qui ne soient pas tous massacrés par leurs concurrents. Voilà, il y a un arbitrage à faire entre des effets nocifs et des effets positifs. Oui, justement, ça fait ça pour présenter un intérêt aussi écologique, comme par exemple le glyphosate, j'ai vu un message sur le tapis. Mais par exemple, le glyphosate, il est très utile pour les couverts végétaux, on a plus de conservation des sols. Et du coup, je pense que l'ANSES n'est pas non plus pour une interdiction. Je ne sais pas quelles sont les recommandations de l'ANSES à ce sujet. Mais je ne pense pas qu'il soit pour une interdiction dans les besoins à venir de cette molécule parce qu'elle représente un gros intérêt écologique. Je ne sais pas s'il se prononce. Il ne se prononce pas en fait. J'en sais rien. S'il y a des spécialistes, c'est une autorisation de mise sur le marché, ils ne vont pas dire. C'est un autre processus encore justement d'évaluer quels vont être les effets. Je ne crois pas que si le glyphosate est interdit, ça va être par la loi. Ça va être l'ANSES qui va dire je retire la ligne du glyphosate. D'un point de vue législatif, il ne plaise pas les agences gouvernementales. Elles sont consultées. C'est consultatif. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Nous avons donc clôturé cette soirée. Il reste jusqu'à combien de temps ?